Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver au sommaire de ce mardi 24 mars. C'est un second tour avec le Front National qui attend les électeurs. Dans de nombreux cantons, le FN se retrouve en effet face à la droite. L'entre-deux tours est donc le moment de mobiliser pour les binômes, vous le verrez. La liberté d'expression, ça s'apprend et c'est le thème de la Semaine nationale de la presse dans les écoles. Les attentats de ce début d'année restent évidemment la conséquence directe de ce choix. Ils voient, mais avec leurs mains, ils sont non-voyants et profitent pourtant de ces œuvres d'art. Une artiste a en effet décidé de peindre en relief pour rendre l'art accessible à tous. Les élections départementales se poursuivent donc et dimanche, beaucoup d'entre vous seront une nouvelle fois appelés aux urnes. Et pour ce second tour, c'est un duel entre la droite et le Front National qui se prépare dans de nombreux cantons de France. En Vendée, c'est le cas dans 6 des 10 encore présents au second tour. Et à Saint-Hilaire-de-Riez, le Front National est même arrivé en tête. Dans ce canton, chaque parti s'est donc relancé plus que jamais dans la campagne. Pierre Dalicieux les a suivis à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette semaine, c'est plus que jamais dans la rue que ça se passe. Et pour ce canton, la nouveauté, c'est véritablement le Front National en tête de quelques points. Plus que quelques jours donc pour les équipes du parti de Marine Le Pen pour tenter de transformer l'essai. Mais ça, on ne va pas arrêter, ça c'est certain qu'on va faire tout ce qu'on va pouvoir, tracter. Tous les militants sont mobilisés dans les communes. Voilà, puisqu'on n'a pas le temps de faire des publi-postages, donc c'est vraiment le travail de terrain. Voilà. On espère avoir les résultats au bout de cette semaine de travail. Mais on a bon espoir quand même. Quand on est en tête, c'est psychologiquement un plus quand même. Des résultats qu'attend aussi avec impatience le camp adverse. Le maire de Saint-Hilaire-de-Riez et sa binôme, certes devancés par le Front National au premier tour, mais bien décidé à s'imposer au second. Sur d'autres cantons, le Front National a réussi des scores. On sait bien qu'il y a une poussée du Front National, peut-être sur nos territoires. Ce qui n'empêche qu'on est quand même au deuxième tour. On est plutôt bien placé, au moins dans nos communes respectives, et puis aussi sur le littoral. Donc non, on n'a pas lieu d'être alarmiste. Il faut par contre être vigilant et continuer à mobiliser. Du côté des électeurs, on est partagé. Certains attendaient ces résultats du Front National depuis longtemps. Je trouve ça très bien. On a besoin aussi, nous, de voir des interlocuteurs qui peuvent faire bouger les choses. D'autres, en revanche, ont du mal à s'y résoudre. Difficile pour eux de voir leur canton mettre le FN en tête. Ah, que le FN, tous les autres sont débloqués. Ça fait drôle, ça fait très drôle. Ah ouais. Les candidats de ce canton ont encore 4 jours pour accomplir cette dernière bataille électorale, celle de la rue. C'est ici qu'ils espèrent convaincre les abstentionnistes et les indécis. Et du côté des partis politiques présents dans cette campagne, on a entendu hier soir le PS, le FN et la majorité départementale. Et ce soir, on va entendre Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche, dont les candidats n'ont pas réussi à se qualifier pour le second tour. On les écoute, ils font le bilan du premier tour. C'est une bonne surprise et on voit bien que quelque chose se passe. C'est ce qui nous pousse aujourd'hui à dire que nous allons continuer notre travail pour construire, notamment dans ce département, une gauche nouvelle. Une page se tourne. Nous ne sommes plus dans l'ancien système de l'union de la gauche avec un parti dominant, le PS. Quelque chose de neuf est en train de se réaliser et nous voulons travailler donc à cette gauche nouvelle capable d'apporter une alternative politique à l'austérité. On s'attendait à un score un peu plus important parce que les scrutins nous avaient donné aux européennes, par exemple sur La Roche-sur-Yon, 13%, sur l'ensemble du département aux environs de 9%. Donc encore une fois, le mode de scrutin, les enjeux ne nous ont pas permis de retrouver nos électeurs d'avant. Il nous reste à bien réussir les régionales. Ce qui nous inquiète quand même le plus dans ces résultats, c'est la montée du Front National. Pour La Roche-sur-Yon, on est assez content parce que la gauche résiste bien après la défaite des municipales. Et pour nous, donc, il n'y a aucun souci. Il s'agit de faire barrage au Front National à la suite de ces élections. Et partout, une liste de gauche est arrivée en tête. Évidemment que les électeurs aillent les soutenir. Voilà pour le mot d'ordre d'Europe Écologie Les Verts pour le second tour. Et pour le Front de Gauche, c'est moins clair. Dans un communiqué, il rappelle notamment son opposition à ce qu'il appelle les politiques d'austérité conduites hier par la droite et aujourd'hui par un gouvernement socialiste. Il appelle donc ses électeurs à se déterminer en fonction de cette opposition. Les partisans de la 831 passent à l'action. Jeudi, ils mèneront une opération escargot de la Vendée à la Charente-Maritime.
Plusieurs départs seront organisés vers 7 h, dont un de Fontenay-le-Comte. Le mouvement est organisé conjointement par les clubs d'entreprise du Sud-Vendée et du Nord Charente-Maritime. Rappelons que ces professionnels se battent pour que l'autoroute entre notre département et Rochefort voit le jour après plus de 20 ans de discussion. Et justement, ils attendent désormais des actes concrets, comme le souligne le président du club d'entreprise du Sud-Vendée. On a des écrits, les écrits c'est bien, c'est déjà un bon point. Pour autant, maintenant il nous faut des actes et un calendrier. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est deux choses très simples. 1, le calendrier pour le lancement de l'appel d'offres. Et 2, le calendrier de la démarche du gouvernement auprès du Conseil d'État pour la prorogation de la DUP qui s'achèvera au mois de juillet. Et donc aujourd'hui, jusqu'au mois de juillet, il faut savoir que cette opération-là peut très bien être reconduite autant de fois qu'on le souhaite, jusqu'au mois de juillet. Et c'est également l'inquiétude du côté des mytiliculteurs. Depuis 6 mois, dans la baie de Bourgneuf, ils sont victimes de surmortalité de leurs moules. Certaines exploitations enregistrent déjà plus de 50% de taux de mortalité. Il y a un an seulement, cette même situation dramatique avait été observée dans la baie de l'Aiguillon cette fois. Aujourd'hui, les professionnels ne trouvent pas d'explication et font donc appel au gouvernement, comme l'explique le président régional de la conquiculture. Nous avons connu précédemment un phénomène de mortalité subi en baie de l'Aiguillon, qui était particulier à cette zone. Ici, nous subissons une autre mortalité, peut-être pour les mêmes raisons, pour d'autres raisons. Nous n'en savons rien aujourd'hui. Nos investigations ne sont pas suffisantes. Et d'ailleurs, dans ce sens, nous réclamons que l'État missionne ses services, à savoir éventuellement Ifremer, pour que des investigations plus poussées soient menées sur les différents sites mytilicoles des Pays de la Loire. Et ajoutons que le président régional de la conquiliculture qu'on vient d'entendre rencontrera le ministre de la Pêche le 9 avril prochain pour revenir justement sur cette problématique. C'est en ce moment la semaine de la presse et des médias dans les écoles. L'édition 2015 a été présentée au rectorat à Nantes. Vous le voyez sur ces images. Et cette année, l'opération est particulièrement suivie par les établissements. Dans l'académie de Nantes, 400 écoles primaires et 600 collèges et lycées se sont inscrits. Il faut dire que le thème n'a pas été choisi au hasard. Après les attentats contre Charlie Hebdo en janvier, c'est en effet la liberté d'expression qui est au cœur de cette 26e édition. L'occasion de sensibiliser les jeunes, comme le souligne le recteur de Nantes. L'enjeu, c'est une des missions que la nation confie à son école, c'est-à-dire de former des citoyens qui soient ouverts et responsables. Et cette formation des citoyens, ça passe entre autres par la compréhension de ce que représente la liberté. Dans notre devise républicaine, et on est bien aussi au cœur de la grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République, il y a la liberté. Je crois que c'est quelque chose d'important de faire toucher aux jeunes ce que c'est exactement cette liberté. Et justement, toute la semaine, ils vont toucher de près cette liberté d'expression. À l'occasion de cette opération nationale, un concours de une est également organisé. À Montaigu, les 3e y participent. Samuel Grasset a donc retrouvé ses journalistes et citoyens en herbe en plein travail. C'est une rédaction d'une trentaine de jeunes journalistes en pleine effervescence. Ils doivent boucler la une de leur journal pour la fin d'après-midi. Il faut essayer de gérer son temps, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Les résultats des élections départementales, la pollution à Paris s'impose dans l'actualité du jour. Chaque équipe sélectionne les informations qu'elle souhaite traiter. Là, la grève de Radio France, un fait divers. Juste à côté, c'est un autre travail qui s'opère, celui de la recherche de titres et de la mise en page. Il faut chercher à voir comment les gens vont réfléchir quand ils vont lire le journal. Et du coup, c'est pas forcément facile parce qu'il faut se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Pilotée par une enseignante de français, une documentaliste, cette journée est l'aboutissement de plusieurs semaines de travail autour de l'information et des médias. Elle permet à ces jeunes de poser un regard sur l'actualité et sur le monde qui les entoure. Cette équipe, par exemple, a choisi de traiter la guerre civile au Yémen. On n'en parle pas beaucoup, mais après, on voulait plus mettre l'accent dessus parce qu'il y a eu quand même pas mal de victimes vendredi. Et là, il y a encore des choses qui se passent, donc on voulait en parler. On parle notamment du Yémen, on parle de l'Égypte. Voilà, ils prennent conscience aussi que dans ces pays, la liberté d'expression est minime. Il y a eu des attentats de Tunis aussi en début de semaine. Voilà, ils perçoivent qu'en France, quand même, c'est un pays de liberté.
Cette journée autour des médias prend aussi un accent particulier 2 mois et demi après les attentats contre Charlie Hebdo. Certains élèves ont d'ailleurs choisi de prendre leur crayon et d'illustrer leur une par un dessin. Moi, j'avais eu l'idée de faire quelque chose avec les résultats de la première partie des élections départementales. Et donc, du coup, j'avais fait un podium. J'ai fait un podium pour montrer qui était premier, deuxième et troisième. On a travaillé sur le dessin de presse et pour le coup on a l'impression là en voyant le travail qui est en train de se profiler que sur les unes seront davantage présents des dessins de presse qu'auront réalisé les élèves. Au total, une demi-douzaine de unes, toutes différentes, seront imprimées, symbole de la pluralité de l'information. Une seule sera sélectionnée pour participer au concours national de une organisé cette semaine dans plusieurs établissements français. Et ajoutons que la presse et les médias seront désormais au cœur de l'école. À partir de la rentrée prochaine, la ministre souhaite instaurer des ateliers autour de ces métiers durant les pauses déjeuner. Cette mesure fait partie de la réforme scolaire annoncée il y a 2 semaines par le gouvernement. Le dévouement et le bénévolat d'un Vendéen viennent d'être récompensés. André Retailleau a en effet reçu la médaille de chevalier dans l'Ordre national du mérite. André Retailleau est aujourd'hui et depuis de nombreuses années le président de la Banque alimentaire de Vendée. Rappelons que cette association collecte des denrées pour les redistribuer ensuite aux associations qui aident les plus démunis. Et cette distinction lui a été remise par Yves Gonor, le vice-président du groupe Fleury-Michon. On écoute d'ailleurs ces 2 Vendéens. Ce qui nous réunit, c'est ce sens qu'on est au service des autres. Ça va peut-être vous surprendre, mais quand on est patron, je pense que beaucoup de chefs d'entreprise ont d'abord conscience de leur responsabilité sociale. C'est la fierté, c'est une reconnaissance de la Banque alimentaire de la Vendée, de ce qu'elle fait jour après jour, à longueur d'année, avec un groupe de bénévoles extraordinaires ici. Il y a 85 bénévoles, il y a une ambiance, il y a une convivialité, il y a des valeurs qui sont partagées extraordinaires. Les meilleurs produits de Vendée viennent d'être récompensés. Le concours s'est déroulé vendredi à la Foire Expo de La Roche-sur-Yon. 127 produits ont été présentés dans les 15 catégories. Vous les découvrez. Il y avait évidemment la catégorie du préfou, de la brioche ou encore du fion. 47 entreprises y ont participé. Et parmi elles, les brioches Fontenot de Boufféré ont remporté pas moins de 3 médailles d'or. Précisons que le concours a été organisé, comme chaque année, par l'AIPPV, l'Association pour la promotion des produits vendéens. Le public pourra bientôt découvrir le monde du littoral sur un seul et même site. Biotopia ouvre en effet ses portes le 3 avril à Notre-Dame-de-Mont. Ce site remplacera la Maison de la Dune et de la Forêt. Et l'objectif de ce lieu est de sensibiliser les visiteurs à l'environnement. Avant eux, ce sont les équipes des services municipaux qui profitent des conseils des scientifiques. Exemple à l'occasion d'un nettoyage de plage. Reportage de Grégoire de Châtillon. Ça fragilise le lien entre le sable et les racines. Donc le sable va reprendre sa mobilité. Après la théorie, place au terrain avec l'océanographe Paul Fatal, spécialisé dans les questions de pollution. Là on le voit, en dessous, vous voyez bien, ça. Quand vous embarquez trop de sable, il faut tout de suite arrêter. Il insiste ici sur la bonne utilisation de la cribleuse. Cette machine qui nettoie la plage doit s'utiliser parfaitement si l'on veut respecter l'environnement. Mon message, il est très simple, c'est plus on utilise cet engin comme des forcenés, plus on embarque du sable, plus on érode le littoral, plus on érode le littoral, moins on a de gens sur la plage. Le sable, quand il arrive ici, il tombe. Comment fonctionne la plage et comment mieux la protéger? Les équipes des services techniques chargés du littoral sont en formation permanente face à l'océan. L'information est toujours bonne à prendre. On a la chance d'avoir un scientifique présent aujourd'hui qui appuie nos protocoles, qui confirme nos protocoles. On apprend tous les jours, il y a peut-être des petites erreurs qui sont faites et on va les rectifier. Et avec des réunions comme ça, ça va dans le bon sens et c'est un moyen de progresser. Ces études scientifiques du littoral seront très bientôt à découvrir ici, à Biotopia. Situé à côté de la plage, ce nouveau bâtiment sera une vitrine pédagogique et de sensibilisation pour le grand public.
Ça fait déjà plus de 4 ans que nous travaillons sur ce projet avec toute une équipe. C'est avant tout une aventure humaine avec des scientifiques qui ont justement travaillé sur des données spécifiques. C'est la particularité aussi de Biotopia. Et puis aussi une équipe de techniciens, des élus qui ont souhaité justement que tout ce travail en amont permette que Biotopia soit aujourd'hui réalisable. Biotopia, c'est aussi un parcours à découvrir à l'extérieur. Ce nouveau site qui remplace la maison de la dune et de la forêt ouvrira le 3 avril prochain. Vous l'avez peut-être remarqué lors des expositions, il est souvent inscrit qu'il ne faut pas toucher les œuvres. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans l'exposition dont nous allons parler maintenant, les visiteurs sont invités à venir poser leurs mains sur les peintures. L'opération a été mise en place pour les non-voyants. L'occasion finalement d'avoir un autre regard. Reportage d'Alix Lanos. On touche aussi avec pratiquement tout le corps. Parce qu'on suit le mouvement avec le corps. Tout le corps participe. Paul regarde cette peinture du bout des doigts. Et la matière, le relief sont autant d'éléments qui vont permettre à ce non-voyant d'imaginer le tableau qu'il a devant lui. Bon, un végétal par exemple. Hein. Des feuilles, des fleurs, quelque chose. Ça pourrait être ça. On le visualise, c'est-à-dire on se fait une représentation. Hein, c'est-à-dire qu'on se crée son tableau dans son cerveau. Et je serais capable, si vous voulez, de le refaire dans le vide. Parce que mon cerveau conserve aussi la mémoire des mouvements qu'on a faits. Et pourtant, à la base, ces tableaux n'étaient pas destinés à être touchés. C'est Paul qui en a eu l'idée. Il se passionne pour la sculpture, la peinture. Son approche est étonnante et ses remarques toujours très pointues. Il les décrit tous, et c'est vrai qu'il ne se trompe pas. Il ne se trompe pas. Dans l'esprit, il parle que ça vole, que ça monte, que ça peut ressembler à un arbre. En principe, il ne s'est pas trompé. C'est la première exposition de peinture à toucher pour Joël. Et il a sa façon bien à lui d'appréhender les œuvres. 3, 4, 5. Un bon mètre de haut. Bon, déjà, ça me représente à peu près ce que ça peut être. Des déficients visuels dans des galeries d'art, si la chose est encore étonnante, elle tente à se développer. Aujourd'hui, le Louvre, Beaubourg et d'autres musées parisiens ont ouvert des galeries tactiles. Moi, ça me fait ressembler à un papillon. Je ne sais pas si ça ressemble à ça, hein, mais... Avec cette exposition, de nouvelles portes s'ouvrent aux personnes malvoyantes. Une nouvelle forme d'accessibilité à la culture cette fois. Et une nouvelle exposition est prévue le samedi 11 avril, toujours à l'hôtel Kyriade à La Roche-sur-Yon. L'argent récolté sera en partie reversé à l'association À Pied à Pattes, une association pour personnes aveugles. Et puis cette autre information, une étape du championnat de France de foot des non-voyants et malvoyants se tiendra tout le week-end au Sables-d'Olonne. 200 joueurs de France et de Belgique sont donc attendus sur le complexe sportif des Sauniers. Et on va s'intéresser à présent au temps prévu pour demain. Et décidément, le printemps semblera encore bien loin ce mercredi. Après une matinée plutôt ensoleillée, c'est le gris qui devrait s'installer. Et la journée se déroulera entre éclaircies et averses. Quelques grésilles sont même attendus par endroits. Côté température, on ne dépassera pas les 12 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.